Deux espaces. Bonjour les parents! Bienvenue à déjà ce 10e épisode d'Entre deux espaces. Déjà, ça annonce aussi la fin de l'année scolaire bientôt. Donc, à quelques semaines des vacances estivales. Bien mérité. Bien mérité. On voulait vous parler de ce qui approche, en fait, l'année prochaine pour plusieurs d'entre vous, à différents niveaux. Donc, les transitions. Des transitions qui sont des moments charnières dans la vie des enfants et des parents. Donc, on va essayer de partir une discussion, de réfléchir, de répondre à des questions par rapport... Préparer, en quelque sorte. Exactement. Autant les enfants, les adultes que les jeunes. Les jeunes. Mm-hmm. Donc, comment essayer de faire ça le plus en douceur possible, comment être bien outillé, informé. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu différent, dans le sens où, dans les transitions, on a ressorti 3 grandes transitions. Donc, les premières transitions, le passage de la garderie au préscolaire, le passage du préscolaire au primaire aussi à la première année. Ça va être comme notre premier bloc. Ensuite, on va faire un petit changement d'invités. On va recevoir de nouveaux invités pour nous parler du passage primaire au secondaire, donc de la 6e année au secondaire 1. Et finalement, dans le 3e bloc, on va parler des transitions post-secondaires. Donc, ce qui se passe après le secondaire, en fait, là, on va parler des différents choix aussi. Donc, là encore, on va avoir de nouveaux invités. Donc, pour les parents qui sont concernés par seulement une de ces transitions-là, ça vous permettra d'écouter seulement la partie du balado qui vous concerne. Donc, sans plus tarder, Estelle... Je vais juste ajouter qu'on va indiquer dans les notes du podcast les minutes auxquelles les sujets changent comme ça. Ça va vous éviter d'écouter le podcast en entier si jamais vous êtes concerné juste par le 2e ou le 3e bloc, par exemple. Exact. Donc, pour initier ce tout premier bloc qui parle de la première transition scolaire, on accueille Julie Miraglia, qui est conseillère pédagogique pour la première transition scolaire. Moi, je n'étais pas au courant que tu existais il y a quelques temps. Alors, je me doute que les parents non plus ne savent pas qu'il y a une conseillère pédagogique pour ce sujet-là, mais c'est ô combien pertinent. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien en tant que conseillère pédagogique? Avec plaisir, parce que j'ai énormément de plaisir dans mon travail. En fait, mon rôle, il est bien, en fait, simple et très important. C'est que je m'assure que chaque enfant et sa famille ait une transition harmonieuse vers l'école. Mm-hmm. Donc, mon rôle, c'est de concerter tous les gens qui sont autour de l'enfant et de sa famille pour s'assurer qu'il y ait une belle continuité entre la petite enfance et l'école. Puis, en fait, ma tâche, la première, c'est de proposer des pratiques de transition qui sont reconnues gagnantes pour que l'enfant et sa famille arrivent bien outillés. Vous l'avez dit tantôt, Fanny, tu as dit vraiment le mot outillé, puis c'est vraiment ça qui est important. On essaie d'enlever le mot préparation à la maternelle, préparation à l'école, là, accompagner son enfant pour que le parent se sente bien sécure vers... C'est une grande étape, parce que c'est une aventure d'entrer à l'école de tout petit. Donc, c'est ça. Mon rôle est vraiment de me concerter avec... Je travaille beaucoup avec les centres de la petite enfance. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu le pont, finalement, entre l'école et tous les autres partenaires de la communauté. Exact. Les familles, les organismes communautaires, nos partenaires des centres intégrés de santé et services sociaux, nos intervenants là, qui travaillent avec les tout-petits, c'est ça, les garderies, les CPE. Donc, c'est très diversifié. Absolument. Et là, quand on parle de première transition scolaire, on pense aux cocos qui quittent soit le nid familial ou le lieu de garde pour débuter la maternelle. Et là, comme parents, comme famille, devrais-je dire, à partir de quand on commence là, à se mettre en mode... Je cherche un autre mot que préparation parce qu'on vient de dire qu'il faudrait le changer, mais là, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Mais c'est bien correct parce qu'on l'utilise quand même, mais il faut comprendre que la préparation... En fait, c'est ça mon rôle aussi, de démystifier quelle est la préparation. C'est pas académique, en fait. Exactement, puis on va y revenir tantôt. En fait, dans toutes les recherches et la documentation qui existent sur ce fameux passage de la petite enfance vers l'école, la première transition scolaire, elle s'amorce au cours de l'année qui précède la rentrée.
Alors, la dernière année, soit de fréquentation à la garderie ou la dernière année de petite enfance, c'est là qu'on installe différentes pratiques de transition. Alors, c'est pas juste de dire, en janvier, février, j'inscris mon enfant, là, je commence à... Mais non, on prépare cet enfant. C'est un continuum, en quelque sorte. Exactement. On accompagne notre enfant. Les milieux de garde en parlent dès la dernière année. On se mobilise autour de tout ça pour donner de l'information aussi à l'école qui s'en vient. Le parent doit avoir son certificat de naissance pour l'inscription, les certificats de naissance de l'enfant, bien entendu, pour l'inscription. Après ça, il va y avoir des belles activités d'accueil que l'école propose. Alors, c'est toute cette dernière année-là, là, si on met en place des pratiques de transition gagnantes, durant la dernière année, ben ça fait en sorte que l'enfant est bien outillé. Il arrive avec un petit sac à dos pas mal rempli d'outils pour arriver à la maternelle. Absolument. Oui. Là, on parle de milieu de garde, on parle Environnement familial. Ça peut être des milieux de garde ça vous garde en milieu familial, mais ça peut être aussi un enfant qui est resté à la maison. Comment ça influence l'entrée à l'école, le fait qu'un enfant soit resté à la maison avec maman ou papa, ou fréquenter un milieu de garde en milieu familial ou en installation? Comment ça peut influencer l'entrée à l'école? C'est une bonne question. En fait, peu importe le milieu, c'est la stimulation que l'enfant aura reçue qui fait en sorte qu'il va être outillé qui va bien s'adapter à l'école. Alors, la stimulation entre 0 et 5 ans, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est le développement global de l'enfant. Développement global de l'enfant, ça veut dire on développe toutes ces sphères de développement, le moteur, la motricité globale, motricité fine, le côté langagier, le côté affectif pour développer, en fait, ces belles habiletés à réagir, ou des fois à la déception, à la peine, à l'attente. Ah oui, la colère, j'ai de la peine, je suis pas content, ou je suis très, très, très content. Alors, c'est tout ce que l'enfant a reçu comme stimulation puis accompagnement qui va faire en sorte, beaucoup plus que le milieu qu'il fréquente. Ouais. Parce qu'il peut fréquenter, par exemple, une halte de garderie dans une maison de la famille, il voit d'autres enfants. Ça aussi, c'est important. En 0 à 5 ans, pour l'enfant, de fréquenter des enfants de son âge, ça lui donne beaucoup, beaucoup d'habileté pour s'adapter à la maternelle. Alors, fréquenter des enfants de son âge, jouer. Entre 0 et 5 ans, le jeu, c'est la façon dont les enfants apprennent. De proposer des jeux variés, des jeux extérieurs et laisser du temps aux enfants. Alors, tu peux être à la maison avec maman ou papa ou grand-maman. Tu peux être en milieu familial, tu peux être en CPE, tu peux fréquenter n'importe quel milieu stimulant. C'est davantage l'orientation qui est sur le développement global et l'approche par le jeu qui fait en sorte que l'enfant va être un petit coco bien confiant pour s'en venir à la maternelle. Oui, souvent coco. Oui, nous aussi, c'est bien correct. On disait que la préparation, c'est un continuum qui dure plus ou moins une année avant la rentrée scolaire. Puis pendant ce temps-là, comment est-ce qu'on fait pour stimuler la hâte d'aller à l'école, le plaisir d'aller à l'école? Parce que des fois, on associe préparation à académique. Je pense qu'on fait faux pas, dans le sens où, sans dire que ce n'est pas important, ce n'est probablement pas la priorité, dans le sens, j'ai beaucoup dit dans le sens, je m'en excuse, mais comment est-ce qu'on fait pour que notre enfant ait un enthousiasme réel à l'idée de débuter cette belle aventure de l'école? C'est vraiment important d'avoir tout d'abord de parler positivement de l'école. Quand je suis une maman ou un papa ou une famille, en fait, des fois, on se rappelle de notre propre entrée à l'école ou de l'entrée à l'école de notre plus vieux, ou puis ça a été des fois plus ou moins positif. C'est correct, mais il ne faut pas transmettre cette inquiétude-là. Ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est correct, hein? C'est correct de constater qu'on a des inquiétudes, puis c'est correct là, d'être un petit peu stressé. Mais de parler positivement. À chaque fois que le parent, là, vous abordez le sujet de l'entrée à l'école avec votre enfant, soyez positif.
Puis surtout, éviter de dire « la grande école, tu iras ». Mais on dit ça beaucoup. Puis qu'est-ce que ça peut faire chez l'enfant? Mais ça peut faire l'effet contraire. Ça peut chez lui engendrer « mais voyons, est-ce que je suis assez grand? Est-ce que je suis assez grande finalement? » Oh là, il ne faut pas trop pleurer là, parce qu'à l'école... Mais non. Ça se peut que l'enfant n'ait pas le goût de faire des choses de grand. Voilà. Alors, pour susciter le plaisir d'aller à l'école chez l'enfant, de parler positivement de l'école, de lui donner des petites tâches, des petites responsabilités. Ça, c'est vraiment documenté partout. Plus l'enfant va être fier de lui, ça augmente beaucoup son estime de lui ou d'elle, là, chez l'enfant. Des petites tâches, des petites responsabilités et de ne pas axer nos attentes sur des notions scolarisantes. Ouais. Ça, s'il y a bien quelque chose qu'il faut... Puis de pas, je me permets d'ajouter que la comparaison d'un enfant à l'autre avant l'entrée au préscolaire, des fois, on entend ça. « Ah, moi, ma fille, elle connaissait toutes les lettres de l'alphabet. » ou « Ah, moi, mon gars, ça avait déjà fait telle affaire. » On va y venir plus tard, mais au préscolaire, c'est vraiment son propre développement par rapport à soi-même. Oui, toute la comparaison par rapport aux autres. Exactement. Alors, augmentez vos périodes de jeu, augmentez votre façon d'avoir du plaisir là, dans les derniers mois. Je rencontre des parents parfois là, dans des petites rencontres d'information avec les garderies ou les organismes communautaires. C'est ce que je leur dis aux parents. Ayez du plaisir cet été, parlez de l'école, mais positivement. Allez visiter la cour de l'école, allez faire des pique-niques pour pratiquer comment on s'organise avec une boîte à lunch. Dites-lui pas, là, ça y est, il faut que tu sois bon là, pour la boîte à lunch, il va avoir beaucoup d'amis. Non! Évitez ce genre de discours qui va donner un petit peu le stress aux enfants. Au contraire, abordez-le de façon ludique. Pas parler... T'sais, on veut parler positivement de l'école, mais on veut pas trop en parler non plus, parce que là, l'enfant, il va dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'attend? C'est la transition de ma vie! » Puis, on a mesuré aussi le stress là, chez certains groupes de parents et d'enfants. Puis c'est les parents qui sont le plus stressés à ce moment-ci de l'année par rapport à cette belle transition-là. Les enfants, ils sont bien corrects. Ils savent pas ce qui les attend. Non, puis c'est cool, là, excusez-moi le terme. Honnêtement, là, les enfants, ils ont le goût d'aller à l'école. C'est sûr qu'ils vont s'ennuyer, là. Chaque transition apporte quand même... Son lot d'adaptation. Ben oui, un petit deuil là, de ce qu'on vivait avant. Parfois, les enfants fréquentent le milieu de garde depuis qu'ils ont 12 mois, même avant. Donc, c'est sûr, mais la majorité, là, puis ça, c'est vraiment important, la majorité des enfants s'adaptent super bien à la maternelle. Alors, c'est bien sûr que de parler positivement, de favoriser le jeu, puis tout ça, sans avoir un équilibre, tout en ayant un équilibre dans... on parle de l'école, mais comme on parle d'autres sujets, avertissez votre entourage aussi, les parents. C'est vrai. Grand-maman, la fratrie, les voisins. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui vient rapidement sur la table. Oui. Fait qu'on en parle. On en parle positivement. On évite de mettre une grande pression. Donc, voilà. On va essayer de faire une liste de tous les problèmes qui pourraient survenir, là, puis essayer de devancer tout ça. Absolument. On gérera. Puis si ça arrive, là, on le gérera en collaboration avec l'école. Oui, c'est ça. Tu sais, là, je disais tantôt la transition de sa vie à l'enfant là, et à la famille. C'est une transition et il y en aura d'autres, comme on va le voir dans l'épisode, mais j'imagine que d'avoir une bonne première transition vers l'école, ça doit aussi avoir plein d'effets positifs sur, évidemment, la motivation scolaire, la réussite scolaire de l'enfant, son vécu dans l'environnement, mais ça doit avoir un impact aussi sur les autres, les futurs. Ça doit donner une confiance à la famille pour les futures transitions aussi. Là, donc, c'est quoi l'importance, dans le fond, de cette transition-là puis de la faire au mieux possible? J'aime beaucoup que tu aies dit famille parce que moi, depuis que j'ai ce beau dossier de la première transition scolaire depuis 2019, je parlais beaucoup de l'enfant au début, mais je parle beaucoup de la famille maintenant. C'est bien écrit dans toutes les recherches, tous les sondages qu'on a faits auprès des parents que plus la première transition scolaire, elle est faite de façon harmonieuse, mieux elle va servir d'assise ou de référence pour toutes les autres transitions scolaires. Alors, c'est pour ça qu'elle est d'une grande importance et c'est pour ça d'ailleurs que mon travail... Oui, exactement.
que les centres de services scolaires ont mis en place des personnes pour la première transition, des intervenants, des professionnels. Dans tous les centres de services scolaires, il y en a, pour justement en prendre soin de cette première transition scolaire-là. Mettre toutes les chances de... Absolument, parce que plus la famille va l'avoir vécu d'une façon positive, bien, plus ça sera facile de vivre les autres transitions. Puis vous savez, la première transition scolaire, pour beaucoup de familles, quand c'est le premier enfant, c'est le premier contact avec l'école. La première fois qu'on communique avec l'école. Fait que ça aussi, plus elle est douce, j'ai le goût de dire, plus ça donne le goût aux familles de collaborer, de s'ouvrir à l'école. Parce que dans une des pratiques de transition qu'on met beaucoup en place à notre centre de service scolaire, c'est de remplir des questionnaires de transition. Alors, on demande aux parents, on demande aux intervenants petits enfants, aux partenaires, de nous donner, oui, des informations sur qu'est-ce qui fonctionne avec l'enfant, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, mais surtout leur expérience, leur expertise. Hein? Nous, on y croit beaucoup que le parent, c'est le premier éducateur de son enfant. Alors, le parent, pour qu'il soit en confiance, bâtir une belle relation de confiance avec l'école, il faut que cette première transition scolaire-là, justement, cette grande étape, elle soit belle, douce. Puis on l'a souvent nommé dans le cadre de d'autres épisodes à quel point le fait qu'on puisse collaborer avec les parents, ça peut avoir une grande instance sur le parcours scolaire de l'enfant lui-même. Donc, c'est vrai que oui, on veut que ce soit positif pour l'enfant, mais on veut aussi que les parents soient dans la même équipe que nous pour que cette relation-là perdure tout au long de la scolarité. Oui, puis c'est important d'en prendre très soin dès le début du parcours de l'enfant, de cette communication, mais j'aime mieux le mot collaboration, école, famille, communauté, parce que nos petites fréquentent plein d'endroits, là, des maisons de la famille, fréquentent des loisirs à la ville. Alors, si on se met tout le monde ensemble, puis on a tous le même message, c'est ça aussi mon rôle, c'est de favoriser une vision commune, puis un message cohérent sur qu'est-ce qu'on met en place entre 0 et 5 ans pour que il y a de moins en moins de facteurs de vulnérabilité à l'entrée à la maternelle. Donc, tu disais tantôt que ce n'est pas des notions scolarisantes. Clairement que ce n'est pas ça. On manque le bateau si on met beaucoup d'emphase sur apprendre à écrire, à lire. C'est ça qu'ils vont faire à l'école. Sinon, ils nous enlèvent notre job. En même temps. Moi, quand j'étais à la maternelle, j'allais à la maternelle une demi-journée. J'ai jamais connu la journée complète. Puis là, peut-être que comme parents, on se dit, hey, là, ils s'en vont à la maternelle. Toute la journée, ils vont sûrement apprendre beaucoup d'académiques. Fait que comment je pourrais dire, cette analyse-là, je la comprends dans le sens que ça peut faire un certain sens dans la tête du parent que peut-être que mon enfant va apprendre à lire et à écrire plus rapidement comme il va aller plus longtemps tous les jours à l'école. Mais bon, on va leur laisser le temps de jouer, puis on va en parler un petit peu plus tard. Absolument. Mais admettons là, qu'on est un parent qui, malgré toutes les informations qu'on a reçues, admettons qu'on se préoccupe, qu'on vit nous-mêmes beaucoup d'anxiété, là, comment est-ce qu'on peut faire pour se rassurer nous-mêmes dans le but aussi d'être dans le bon état d'esprit pour rassurer notre enfant, là? En fait, on a fait, il y a 3 ans, il y a eu un beau site web, un beau Google site qui a été créé pour les parents de toutes les Laurentides. On pourra mettre le lien. Oui, absolument, tout à fait, absolument. Puis, on a découvert que plus les parents connaissent les étapes de la transition, alors plus on nourrit notre tête, plus on connaît des informations. Ah, ben j'ai pas encore le nom de l'enseignante à ce moment-ci, mais voici à quel moment je l'aurai. De comprendre que j'ai cette information-là, pas tout de suite, mais je vais savoir à quel moment, dans la ligne du temps, là, je vais connaître l'info. Alors, plus on se nourrit, en tant que parent, d'informations importantes, c'est là qu'on peut descendre de notre petit cœur. Oui, parce qu'on peut assurer quelle est la prochaine étape. Exactement. Alors, se rassurer, comme je disais tantôt, c'est hyper important de partager. Vous êtes inquiet, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous questionne beaucoup chez votre enfant, par exemple, vous avez peur qu'il ne se fasse pas d'amis parce qu'il est très timide. Parlez-en à quelqu'un de confiance. Pour se rassurer, là, de partager ça à quelqu'un de confiance, c'est ce qu'on propose le plus, puis d'éviter de transposer ce stress-là chez votre enfant. Il y a aussi tout notre sentiment de confiance. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais
Parfois, on s'inquiète beaucoup, puis est-ce qu'on s'inquiète plus dans les dernières années? Je ne suis pas capable de la dire. Oui. Ouais. Mais parfois, on s'inquiète vraiment beaucoup. Je reçois des appels de parents parfois. Je ne suis pas sûre que mon enfant, ça m'inquiète beaucoup. Peut-être de le laisser aller. Exactement. D'avoir confiance, puis de se dire que l'école est un milieu éducatif. Les enseignantes du préscolaire... Ils sont habitués d'en accueillir des photos. Elles savent qu'est-ce que c'est pour un enfant d'arriver à la maternelle. Alors, puis ils en ont de tous les niveaux aussi, des enfants, tu sais, justement, qui arrivent de plein de milieux, qui ont des capacités, des besoins différents. Donc oui, ils sont habitués, c'est ça leur travail. Puis... C'est leur travail. Puis il y a des gens autour de l'enseignante aussi qui peuvent très bien contribuer, les supporter, les outiller. On a des conseillers pédagogiques à l'éducation préscolaire qui peuvent aller supporter en classe. Donc, pour le parent, là, se rassurer, c'est beaucoup de comprendre c'est quoi la première transition scolaire, d'en parler si vraiment je suis vraiment inquiet. Puis, en bout de ligne, là, si je demeure avec beaucoup d'inquiétude, là, n'hésitez pas à faire appel à la direction de votre école de quartier. C'est votre école de quartier qui va vraiment aider à vous supporter. Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est ça, on parlait qu'il y a des enfants de tous les niveaux. Fait que le programme préscolaire, dans le fond, il est bâti par rapport à l'enfant lui-même. Fait que peu importe, même si c'est des enfants de tous les niveaux préscolaires, il va être comparé à lui-même versus la première année. Tu sais, là, on va faire le chemin là, vers la deuxième transition, qui est la transition préscolaire primaire, première année. Fait que les programmes sont déjà un petit peu différents. On en a parlé déjà un petit peu dans un épisode de questions-réponses, là. Donc, on va y aller brièvement. Les parents qui sont intéressés pourront aller écouter cet épisode où c'est plus détaillé. Mais... En fait, le préscolaire, c'est ça. Le programme cycle de l'éducation préscolaire, c'est un programme développemental. Alors, c'est la poursuite de la petite enfance. On travaille la motricité, le côté affectif, le côté social, le côté langagier. On travaille le développement global de l'enfant. On poursuit ce que... On compare l'enfant à lui-même. On offre 2 périodes de jeu au préscolaire de 45 à 60 minutes. C'est écrit dans le programme. Et ce n'est pas rare que les enfants ont l'impression de jouer toute la journée. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils jouent? Ils apprennent énormément. Imaginez un petit groupe dans le coin bloc, sont en train de bâtir un pont, il y a de la socialisation qui se fait, il y a du compromis. La logique aussi. J'aimerais ça que le pont soit plus long, l'autre, je le veux plus haut. Toi, hier, t'as beaucoup travaillé, c'est à mon tour. Alors, il y a énormément d'apprentissages qui se font à travers le jeu libre. En première année, c'est plus un programme disciplinaire. Alors, dès la première année, la grande différence, c'est ça. C'est le type d'apprentissage. Les activités d'apprentissage sont davantage orientées vers les arts, les langues, les mathématiques. L'élève a un petit pupitre avec son bureau ou un petit... On développe des compétences plus disciplinaires. Exactement. Versus au préscolaire où l'enfant a le loisir de s'éveiller, d'explorer, de jouer, de travailler toutes ses compétences en continuité, en fait, avec la petite enfance, qui sont beaucoup moins disciplinaires. Puis l'organisation de la classe au présco, c'est physiquement, là, des coins jeux, le coin maison, le coin bloc, le coin construction. Ça appelle au mouvement, je trouve. Au mouvement, à l'exploration, parce que le mandat de l'éducation préscolaire, c'est ça, c'est de favoriser, en fait, la découverte, l'exploration de tous ces... Donc, c'est vraiment ça. Le passage du présco en première année, c'est différent beaucoup à cause des activités d'apprentissage et le programme qui est beaucoup plus axé vers le disciplinaire. Puis, pour l'avoir vécu comme parent, il y a quand même... et là, j'ai un anglicisme qui y a comme un clash quand même entre la maternelle et la première année, je trouve, en termes d'attente, d'exigence. On a juste à penser aux devoirs avec la lecture et l'écriture qui font en sorte que ça met une forme de pression autant sur les épaules du parent que de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut aider notre enfant à se préparer, à pallier, à répondre à ces attentes-là qui sont peut-être un peu plus structurantes que celles du préscolaire? Bien, c'est sûr qu'il y a une nouvelle routine. C'est clair, là, quand on regarde la routine du préscolaire versus la routine de la...
soyez à l'écoute de votre enfant. Mettez des belles routines à la maison. Favorisez la détente quand il arrive de l'école beaucoup. Le temps de qualité aussi avec papa, maman. Tellement. Ne donnez pas... Moi, je disais tout le temps aux parents, quand vous arrivez, dites que l'enfant va au service de garde, vous allez le chercher, peu importe s'il arrive par autobus ou pas, prenez un temps, là. Assoyez-vous. On va comme un verre d'eau, peu importe, une petite collation. On peut-tu souffler un peu? Parce que parce que c'est une transition, en fait, de l'école à la maison, qui se vit chaque jour. Il y a beaucoup de transitions. C'est le sujet du balado. Prenez le temps, mais soyez à l'écoute de votre enfant. Alors, établissez une routine, favorisez la détente. Ça, c'est dans le programme du préscolaire aussi. Apprendre à l'enfant se détendre. C'est nommer que plus l'enfant arrive à se détendre puis à bien le sommeil et tout ça, ça favorise l'apprentissage. Alors, soyez à l'écoute, soyez communication avec l'école. On le dira jamais assez. J'ai l'impression qu'on parle de notre premier épisode de toute l'année de podcast. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin dans ce concept de routine, de rentrée scolaire, de transition, on a plein de pistes pour mettre les saines habitudes de l'avant qui ont une incidence sur les apprentissages. Tout à fait. Parce que justement, pour les devoirs et leçons dont on parle dans ce premier épisode-là, je pense qu'en première année, de les amener par le jeu, étant donné qu'il y a une grande différence de jeu en maternelle, préscolaire versus première année, de faire les devoirs et leçons qu'en jeu, ben ça peut peut-être aider cette transition-là aussi. On en a dit, des affaires! On a dit beaucoup de choses. Si je peux me permettre une conclusion. Une petite conclusion, c'est que n'hésitez pas à aller visiter la cour d'école. Comme je l'ai dit tantôt, est-ce que je l'ai dit de faire des pique-niques? Oui, on va pratiquer. Ce sont des activités estivales qui ne coûtent rien et qui valent beaucoup pour l'adaptation à l'école. Et puis, quand vous allez être invité par l'école à faire les activités d'accueil, vous savez, en juin ou en août, allez-y avec votre enfant. Faites-le, soyez fiers et contents, puis partagez tous vos beaux souvenirs avec votre enfant sur la belle aventure de l'entrée à l'école. En conclusion, Julie, est-ce qu'il y a des incontournables qu'on doit essentiellement garder en tête en tant que parent de futurs élèves qui vont fréquenter le préscolaire? Bien, j'en vois deux, en fait. On a parlé beaucoup que ce n'est pas des notions académiques, apprendre à lire, mais s'il y a bien des domaines dans lesquels il faut mettre un petit peu plus d'énergie, exact. Premièrement, l'autonomie à la toilette. L'autonomie à la toilette, on n'y pense pas, mais l'enseignante, elle a quand même jusqu'à 19 élèves en classe. Alors, développer l'autonomie à la toilette de vos petits, donner beaucoup d'outils pour qu'ils soient autonomes à la toilette. Et le délai d'attente. On entend beaucoup les enseignantes du présco dire ça, que les enfants ont peut-être un petit peu moins de facilité lorsqu'ils ont un besoin. Madame Julie, puis si le besoin n'est pas répondu, automatiquement, ça crée une frustration. Exact. Donc, travaillez-le à la maison. Moi, je le dis aux parents, créez-en des moments où votre enfant a à attendre avant que vous donniez la réponse. Alors, c'est vraiment très, très aidant. Et ça va porter fruit même pour la suite du primaire, je pense. Absolument. Parce que pour les autres préalables, il n'y en a pas de préalable pour entrer à l'école. C'est d'avoir 5 ans ou 4 ans pour la maternelle 4 ans, mais si on peut donner beaucoup d'énergie sur autonomie à la toilette et le délai d'attente. Merci, Julie. Merci. Nous sommes de retour pour le deuxième bloc des transitions scolaires. Et là, nous sommes en compagnie de Caroline Gravel, qui est conseillère pédagogique, entre autres, pour ce qui est des transitions primaires, secondaires. Alors, peux-tu nous expliquer brièvement, Caroline, quel est ton rôle comme conseillère pédagogique, justement, en ce qui a trait aux transitions primaires, secondaires? Oui, on est là surtout pour soutenir les écoles, en fait, dans leur réflexion à travers cette étape-là, là, pour les soutenir dans les actions d'entreprendre et tout. Donc, je dirais que c'est principalement ce petit bout-là. Et là, quand est-ce qu'on commence à se préparer en vue de, justement, cette transition-là primaire, secondaire? À partir de quel moment, là, comme parents, est-ce qu'on doit commencer à réfléchir et en discuter même avec nos jeunes? C'est une très belle question. En fait, un peu comme vous en avez discuté dans la première portion, là, c'est pas au moment là, du passage là, qu'il faut vraiment y penser. Dans ce cas-ci, là, ça va être dès la 5e année. Là, ça va être important là, quand même déjà de se questionner sur l'école de quartier, aller visiter un peu les lieux, profiter là, des occasions là, qui se présentent là, pour vraiment familiariser l'élève.
Mais je dirais, il y a l'aspect de se présenter à l'école ou de voir un peu qu'est-ce qui se donne dans les écoles, mais c'est surtout aussi de réfléchir, on dirait, dans la littérature, on parle de l'autodétermination. Donc, comment favoriser ces comportements-là d'autodétermination avec nos enfants. Quand on parle de comportement autodéterminé, on doit se dire, on parle de quoi? On parle de favoriser l'autonomie, favoriser la responsabilisation, favoriser l'autorégulation. Donc, vraiment, en tant que parent, de s'assurer de jouer notre rôle de guide et de soutien là, à travers ce moment. Donc, saisir les occasions que le quotidien nous offre, j'imagine, pour responsabiliser, pour amener l'enfant à se questionner par rapport à ses choix. Puis, quand on parle d'autorégulation, je pense qu'on parle aussi des émotions. Exact. Donc, c'est ça. Donc, les amener, c'est ça, à faire des bons choix, à voir aussi qu'ils ont des belles capacités aussi qu'ils peuvent mettre de l'avant. Donc, pourquoi qu'on favorise ces comportements-là? Bien, c'est parce que c'est un facteur super déterminant sur la réussite. Ça a un impact sur leur bien-être, sur la persévérance. L'engagement. Effectivement. Puis, quand on parle de transition, c'est sûr que l'autodétermination a vraiment sa place à ce moment-là. Quand on a confiance en nous-mêmes, j'imagine que les changements, on les accueille un peu plus solidement que si, au contraire, on n'a pas ces capacités-là. Exact. Donc, c'est à garder en tête il y a la préparation du jeune, il y a le milieu, mais il y a aussi beaucoup en amont qu'on peut... Puis encore là, comme on le disait lors de la première transition, on n'est pas rien que dans l'académique. Il y a une préoccupation à avoir sur le plan académique, mais il y en a une encore plus grande, probablement, ce qui a trait aux habiletés plus transversales. Exact. J'aime ça dire aux parents de mes élèves aussi que c'est un peu paradoxal, des fois, l'autonomie, parce que l'autonomie en soi, c'est faire les choses seul, mais en réalité, il faut encore l'accompagner, notre jeune, là, dans le but qu'il en vienne à le faire seul. C'est ça, c'est pas on lâche lousse tout d'un coup, puis aller soit autonome, là. Non, exact. Ça se modélise. C'est vraiment d'être là en guide, en soutien, mais de laisser davantage une place sur les questionnements, entre autres, à se poser. Ils sont à la fois grands et petits, à la fois, je trouve, les élèves du 3e cycle, c'est les grands de l'école primaire, mais en même temps, deviendront les petits. Oui, c'est comme c'est un peu, pas incohérent, mais contradictoire, finalement. Là, dans ton rôle, c'est ça, tu disais que tu soutenais beaucoup les écoles, dans le fond, dans leur réflexion par rapport à ça, parce que peut-être que les parents sont pas au courant, justement, qu'à l'école, il y a beaucoup de choses qui sont faites là, pour favoriser ces transitions-là, beaucoup de réflexions qui sont faites et aussi de collaboration là, entre les écoles primaires et secondaires. Mais les parents en tant que tels, tu sais, parce qu'il y a différentes sortes de transitions, mais la mécanique de je suis parent et mon enfant s'en va au secondaire, mais c'est quoi les... Oui, c'est ça. C'est quoi ma liste à cocher, là, de... Oui, bien, en fait, la première chose à avoir en tête, c'est contrairement à la première transition, il n'y a pas une inscription à faire d'emblée dans une école. Donc, c'est déjà bon à savoir. Oui, effectivement. Donc, l'enfant sera automatiquement inscrit là, à son école de quartier. S'il ne change pas de centre de service scolaire, j'imagine. On fréquente déjà une école du CSSMI, donc ça va sont inscrits automatiquement, effectivement. Par contre, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est si on a un souhait d'avoir une inscription peut-être dans un projet particulier régional. Donc, c'est important, dès l'automne de la 6e année, d'aller consulter le site Internet pour aller voir un peu les critères d'admissibilité, les critères d'inscription. Il y a également aussi des rencontres là, qui sont obligatoires là, pour préalable, effectivement, là, à l'inscription. Donc, s'assurer là, de ne pas passer tout droit là, si on veut aller avoir là, cette chance-là. Donc, quand on parle de programmes particuliers régionaux, on parle par exemple dans le programme international pour vous donner une idée. Mais j'invite également les parents là, à aller voir les sites Internet là, des différentes écoles parce qu'il y a plusieurs de nos écoles qui offrent aussi des projets pédagogiques particuliers là, qui peuvent être vraiment motivants. Donc, il y a une forme de magasinage qui peut se faire en ligne préalablement pour se faire une tête, puis qui peut être l'amorce aussi d'une discussion, j'imagine, entre le parent et l'enfant. Puis après ça, on décide si on va de l'avant pour peut-être aller visiter les lieux, s'approprier un peu l'environnement, j'imagine. Parce que l'école en soi, là, l'établissement qui est l'école secondaire, c'est pas rien quand même quand tu parles d'une petite école primaire. Hein? Oui, on en parlait tantôt avec Julie, mais l'autre aussi, hein, c'est comme ça. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qui est prévu entre le secondaire et le primaire comme interaction, démarche pour justement favoriser cette transition-là? Bien, il y a plusieurs actions qui sont entreprises là, dans les différentes écoles. Là. Comme on disait, on est là pour soutenir la réflexion, mais je vous dirais, là,
un élément qui revient, là, qui est un incontournable, c'est vraiment le passage d'informations. Une des actions qui sont entreprises par les écoles, c'est d'ailleurs de planifier des rencontres entre les enseignants de 6e année, direction du primaire et les intervenants du secondaire, donc souvent les directions, accompagnés des fois de d'autres intervenants également, pour aller vraiment partager les informations, parler des dossiers des élèves. Et il y a aussi un partage un peu plus global qui se fait pour que les services aussi soient planifiés en fonction des élèves qui arrivent. Donc, il y a vraiment un partage d'informations là, qui se fait. Ensuite, il y a vraiment des actions plus locales là, qui se fait différemment, mais je vous dirais là, que pour vraiment favoriser puis s'assurer qu'on n'échappe rien, là, je vous dirais que ces éléments-là sont... Puis, il me semble, si je me réfère à ma propre expérience, en fait, pour avoir enseigné en 6e année, il me semble qu'il y avait des fois des représentants des écoles qui venaient nous voir et rencontrer les élèves pour des fois les accompagner à faire leurs choix, parce qu'il y a comme des choix de cours aussi à faire au secondaire en termes de spécialité. Est-ce que je me trompe ou... Non, effectivement. Oui, ça peut être des actions comme ça. Des fois, des enseignants de secondaire qui vont venir parler un peu aux jeunes. Des projets particuliers, par exemple. Oui, il y a vraiment toutes sortes de choses là, qui sont vraiment faites là, dans les milieux là, pour aller soutenir les élèves. Les informer et les rassurer à la fois. Des fois, des échanges entre des élèves du secondaire et des élèves du primaire là, pour s'assurer de partager un peu nos inquiétudes. Oui, c'est ça. Vraiment, différentes actions là, qui sont passées là. Puis disons, là, pour se préparer à ce qui nous attend au secondaire, ça ressemble à quoi une vie scolaire dans une école secondaire du centre de service scolaire? En 2025, parce que ça a ça, en 2025, exact. Mais en fait, c'est une vie scolaire super riche là, qui attend les enfants là, dans nos écoles. Que ça soit autant des offres de parascolaires, donc des équipes sportives, toutes des offres par rapport aux arts aussi, des équipes d'improvisation. Il y a vraiment aussi toutes des activités, des animations qui sont là au niveau des périodes de dîner là, pour aller dynamiser le tout. Puis je dirais, une des forces aussi, là, c'est vraiment d'amener les élèves encore plus à s'intégrer, à aller se mobiliser à travers cette vie scolaire-là. Là, on a plusieurs de nos écoles, de nos établissements qui ont des conseils scolaires, par exemple. Oui, vraiment mettre les jeunes là, de l'avant. Donc, c'est vraiment super. S'engager dans ce qui se passe dans leur école, prendre des responsabilités, des décisions. Puis, je trouve que c'est un beau moment aussi pour toutes ces offres-là, pour que l'enfant apprenne à se connaître. Exactement. On parlait de force et de défis dans les comportements autodéterminés, mais ça en fait partie de se connaître et tout ça. Puis ça doit contribuer beaucoup à la motivation aussi des jeunes, qu'il n'y ait pas que l'académique, et aussi qu'on mette de l'avant l'aspect social qui est donc fondamental quand à l'adolescence, l'adolescence. Et là, qui dit offre de services, environnement physique, tout l'écosystème en termes d'êtres humains là, qui vont graviter alentour de nos jeunes doit être un peu différent. Quel est le changement ou quelles sont les nouveautés qui apparaissent une fois rendus au secondaire en termes d'êtres humains qui gravitent alentour de nos jeunes? Bien, effectivement, il y a beaucoup plus d'intervenants. Oui, c'est ça. C'est sûr, comme vous êtes habitués au primaire, c'est sûr, il y a la direction, les enseignants, les TES, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'intervenants qui sont là pour soutenir sur tous les plans les élèves. Parce qu'on parle du technicien en loisirs, qui est là justement pour les activités de le technicien en documentation dans les bibliothèques pour les soutenir dans leur recherche ou quoi que ce soit. Il y a l'infirmière qui peut être là également, le policier qui sont là en soutien, là, vraiment en prévention. Il y a des conseillers en orientation également là, qui sont présents pour les aider dans leur cheminement. Des petits enseignants de ressources également, là, des fois, qui sont là pour aller les appuyer. Mais sachez aussi que ces intervenants-là sont là pour les enfants, mais aussi pour les parents. Vraiment, ne pas hésiter de les contacter. Eux autres aussi sont là aussi pour vous soutenir. Donc, il y a vraiment... Est-ce qu'il y a encore le principe du titulaire dans le sens où, tu sais, au primaire, s'il y a un enjeu avec notre élève, bien, ça devient assez facile de nous rejoindre, de communiquer avec nous parce qu'on est le titulaire. Mais au secondaire, est-ce qu'il y a comme un adulte qui s'occupe plus particulièrement de notre... On dirait que j'ai oublié cet aspect-là. Bien, ça dépend des organisations. Là, ça va différer là, d'une école à l'autre. Il y a certaines écoles encore qui continuent de mettre quand même un enseignant, je dirais, responsable, tuteur là, d'un certain groupe là, pour faire des suivis. Mais ça dépend des organisations. Là. Des fois, il y a des classes fermées là, pour certains. Là, donc, ça dépend vraiment d'un milieu à l'autre. Mais puis des fois, on peut y aller aussi selon l'adulte avec qui notre enfant a créé plus de liens, un sentiment d'attachement, plus confiance. Des fois, c'est juste cet adulte-là à qui on est mieux de se référer. Donc, il y a vraiment plusieurs formules possibles, organisations possibles.
Là, avec Julie, dans le bloc 1, on parlait vraiment de tous les changements là, qui apparaissaient entre la première transition, l'arrivée à l'école, puis tout ça. Mais évidemment qu'en passant du primaire au secondaire, l'enfant et la famille, encore une fois, va vivre des changements. C'est quoi ces changements-là auxquels on doit s'attendre et peut-être se préparer? En fait, dans la littérature, on reconnaît 3 types de transitions. Il y a la transition procédurale, académique et sociale. Quand on parle de la transition académique, bien là, on parle de tout ce qui touche l'enseignement, l'évaluation. Donc, c'est sûr que là, avec le passage au secondaire, bien, l'élève va avoir affaire à avoir plusieurs enseignants, par exemple, avec probablement des méthodes d'enseignement différentes. Donc, il faut vraiment, là, c'est un des aspects là, qui peut, au niveau de la transition académique. Mais encore là, il y a des actions qui sont posées là, pour éviter tout ça. Donc, il y a des rencontres, par exemple, qui sont établies entre les 2 ordres là, pour justement parler un peu là, entre les enseignants des différentes réalités là, pour arriver à démystifier tout ça. Là. Faciliter un peu la transition, justement, académique. Exact. Ensuite, il y a la fameuse transition procédurale. Là, on parle du casier, du cadenas, la gestion de l'agenda, les changements de locaux. C'est probablement ce qui vient le plus en tête des jeunes, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais dire. Si on questionne les élèves, là, c'est l'élément là, qui, oh mon Dieu, vraiment... Je peux circuler librement dans une école? Mais en même temps, c'est vraiment la transition qui les fait souvent peur. Donc, je serais pas capable d'ouvrir mon cadenas, mes affaires vont être prises dans mon casier, je vais avoir en retard dans le cours. Il y a personne qui va me prendre par la main pour m'amener, là. Fait qu'il faut que je le sache, il est où mon local? Et puis en rêve, tout ça, mon enseignant qui aussi tout ça. Mais bien que c'est un aspect là, qui est vu vraiment majeur, là, ça serait que c'est la première transition là, qui serait le plus rapidement là, dès les premières semaines. La première semaine, je dirais même, là, c'est réglé. Puis ils se disent, ah mon Dieu, j'ai dû dire ça beaucoup plus grand. Puis encore là, ben dans les écoles, il y a des actions qui sont mises là, pour aller faciliter tout ça. Des fois, des remises de devoirs. On joue avec l'agenda un peu. C'est ça. Si on leur remet des cannes justement pour se pratiquer. Donc, ça peut... Là, ça commence dès la fin du primaire. Puis, il y a une forme d'indulgence aussi, j'imagine, qui s'impose au secondaire pour pallier à ces nouveautés-là. Exact. Puis encore là, ben, c'est ça. Au secondaire, ben, des fois, quand on peut, tout dépendant des écoles, ben, des fois, on va aller regrouper les casiers, par exemple, d'un même niveau, donc pour aller soutenir un peu cet aspect-là. Les nouveaux. Encore une fois, on dirait qu'on oublie comme parents. Tu sais, pour nous, c'est notre première transition, pour notre enfant aussi, mais des fois, on oublie que l'école, les intervenants de l'école, eux autres, là, ça fait des années qu'ils font ça, fait qu'ils ont mis des choses en place, puis pour eux, il n'y a rien de nouveau. Ils sont bien préparés à recevoir tout ça, là. Puis, tu sais, la dernière qu'on parlait, donc, c'est la transition sociale. C'est sûr que ça se peut que nos enfants perdent leurs repères, donc ça veut pas dire que toutes les amis vont suivre. Les intervenants avec lesquels je suis habituée, ben c'est sûr que là, je dois changer mes figures, un peu d'attachement et tout ça avec lesquels je suis habituée dans les dernières années. Donc, c'est sûr que c'est une transition qui est quand même pas à négliger. Par contre, pour certains, avoir un plus grand bassin d'amis, un plus grand bassin de possibilités. Oui, parce que le territoire est plus grand des écoles secondaires. Donc, plus de gens peut-être avec qui je vais pouvoir avoir des affinités et tout ça. Donc, pour certains, là, quand même, bien qu'on voit, pour certains, c'est vrai qu'on le voit plus négativement, mais il y a un aspect positif. Voilà, donc pour certains enfants, là, c'est vraiment comme un nouveau départ, une nouvelle découverte où là, je peux vraiment avoir là, plein de gens autour de moi là, pour me soutenir. Là. Fait que c'est pas mal, c'est autour de ces gens. On en parlait dans un autre épisode, tu sais, qu'au primaire, les amitiés, c'est très, très, très fidèle. Bien, justement, des fois, tu sais, ça crée des amitiés toxiques, puis au secondaire, bien, ça permet de prendre une distance, peut-être. C'est ça, des fois, ça peut avoir du bon aussi. Et là, on le disait tantôt, nos jeunes qui s'en vont au secondaire sont parfois petits et grands à la fois. Comment est-ce qu'on fait comme parents pour les accompagner, mais sans être le parent un peu envahissant puis qui prend trop d'espace auprès de notre jeune? Comment on fait pour, je sais pas comment le dire. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre je suis là, mais pas trop. Oui, c'est toujours difficile de savoir là, où se positionner tout ça. Hein? Bien, c'est sûr qu'on invite les parents vraiment à faire preuve d'ouverture pour d'être à l'écoute. T'sais, le but, c'est de vraiment cerner les besoins de votre jeune parce que les besoins vont être différents d'un enfant à l'autre. Il n'y a pas une transition qui va se faire de la même façon. Donc, c'est vraiment d'établir avec lui qu'est-ce qui lui ferait du bien. De dire, là, OK, d'en parler un peu, mais aussi de dire, toi, là-dedans, comment tu te sens? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment pourrais-tu tenir là-dedans? C'est pas ton besoin. Ça, sans nécessairement le prendre par la main, c'est ça. Le prendre par la main ou prendre les devants et tout ça. Tu sais, dans le fond, on invite vraiment les parents à voir cette transition-là avec les yeux de l'enfant.
puis de mettre de côté, justement. C'est difficile. Tantôt, on parlait de changement, c'est comme en 2025, mais peut-être pas de revenir avec comment vous, ça s'est passé à ce moment-là, avec vos souvenirs, avec vos yeux, ou vos préoccupations, de se dire « Oh, moi j'ai peur, je vois mon enfant de telle façon ». On peut peut-être créer des peurs qui étaient inexistantes déjà chez notre enfant. Voilà, donc c'est vraiment de se mettre à leur hauteur un peu, puis de le voir à travers leurs yeux, puis de voir, ben en fait, c'est ça, qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien. Puis là-dedans aussi, ben puis le secondaire va être toute une belle aventure pour ça aussi, mais de les laisser apprendre, tu sais, dans le sens où d'être là en guise de support, mais pas de leur faire éviter ces obstacles. Ouais, parce qu'apprendre, ça veut dire se tromper, ça veut dire connaître c'est ça, c'est En bon français, ça se peut qu'ils se plantent, mais il faut les laisser se planter. Exact. Parce que si on tente d'éliminer toujours ces obstacles-là, ben on pourra pas toujours. On peut juste retarder. Si on parlait, je reviens encore avec en début de ce qu'on s'est dit, l'autorégulation, ben, être capable de, je vis quelque chose, mais il faut que je sois capable de me relever de ça. Donc, vraiment, là, je dirais là, d'être vraiment au niveau vraiment d'un guide. Puis tantôt, on parlait de transition vraiment sociale, en fait, qui était un enjeu. Bien, pourquoi pas continuer justement à organiser des activités avec les amis du primaire? C'est vrai que ces personnes-là continuent d'exister. Voilà, donc il ne faut pas oublier, il y a peut-être une peur au niveau à l'école et tout ça, mais ça peut leur donner l'occasion d'échanger, de partager sur toute cette nouveauté-là qui fait partie de leur quotidien, leurs préoccupations, comme leurs victoires. C'est vrai que ce serait une bonne idée. Justement, au niveau de l'amitié, est-ce que toute la pression sociale, l'opinion des autres, puis tout ça, ça prend une grosse place dans cette transition-là? Bien, en fait, c'est sûr que ça va dépendre des enfants. Mais c'est sûr que, il faut être là aussi pour les amener à bien se connaître, puis se dire, bien, en fait, de pouvoir rebondir sur ces capacités-là. C'est important également, là, Parce que tout le secondaire, on dirait que c'est une période où ils apprennent énormément à se connaître comme futurs adultes. On va en parler tantôt, il va y avoir une autre transition importante. Puis tout ce qu'ils vont tenter, expérimenter, vivre au secondaire va leur permettre de faire ces choix-là. C'est ça, parce que, on parlait de magasinage tantôt, mais c'est un choix de famille, mais il faut avoir aussi la discussion avec notre enfant de... ben OK, ce choix-là, est-ce que tu le fais parce que tu penses que ça te convient ou tu le fais parce que tu veux suivre tes amis? Puis moi, comme parent, est-ce que je pense que c'est bien pour toi ou je le fais parce que, je pense que c'est le meilleur choix pour toi, mais je fais un peu abstraction de tes forces, tes défis, puis tout ça, fait qu'il y a toute cette conversation-là à avoir en famille aussi. Effectivement, c'est vraiment de le faire, tu l'as bien dit, en famille, ensemble, et tout ça, toute cette réflexion-là. Mais il y a vraiment plein de beaux projets là, qui s'ouvrent. Il faut vraiment le voir comme une belle opportunité, une belle aventure. Voilà. Merci, Caroline. Merci beaucoup. OK, donc dans ce troisième et dernier bloc, on reçoit Kelly Taillon et Cathy Ferget, qui sont toutes les deux conseillères en orientation. Donc, je vais les laisser se présenter votre rôle chacune. Merci d'être là, premièrement. Oui, c'est ça. Je sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Je suis conseillère d'orientation, secteur jeune et aussi secteur adulte, en même temps les deux secteurs. Voilà. Au CSSMI. Oui. Moi, je suis conseillère en orientation pour le secteur jeune, donc au CSSMI également. Donc, ça veut dire que vous orientez des jeunes du secondaire en vue de leur parcours post-secondaire. Oui, exactement. Et des jeunes adultes en formation professionnelle ou en formation générale adulte, ouvert aussi le monde de l'emploi, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui. Bien, merci d'être là, encore une fois. Fait que je pense que la question pour débuter ce bloc, c'est, parce qu'il y en a tellement, c'est quoi les options qui s'offrent aux étudiants post-secondaire, parce que il y en a une panoplie, fait que je sais pas laquelle... Sans entrer dans les moindres détails, là, c'est quoi les grandes possibilités qui s'offrent aux jeunes? Bien, dans les grandes lignes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités, mais à commencer par les DEP. Donc, c'est sûr que les DEP sont pas super bien connus en plus, mais il y a au-dessus de 150 DEP qui existent, dont 25% qui a besoin du secondaire 3. Donc, dès qu'un élève a le français, les maths et l'anglais de secondaire 3, bien, ils ont accès au DEP de secondaire 3. Et tous les autres DEP, donc, sont de type secondaire 4. Donc, il faut la même chose de français, maths, anglais de secondaire 4 pour avoir accès au DEP. Donc, ici, on en a quand même 150. Puis, on a 5 grands centres de formation. Je ne sais pas si tu veux compléter. Là. Oui, nos centres au CSSMI, on a 5 centres, les nouvelles technologies, l'émergence, Construct Plus. Ensuite de ça, on a l'automobile, évidemment, là, pour les grands, la mécanique automobile. Puis j'en oublie un. Le CFAM. Le CFAM. C'est qui? Oui, pour le domaine de l'agriculture et la mécanique.
Et le DEP, ma compréhension, puis peut-être que je me trompe, vous me reprendrez, c'est que c'est un peu plus concret, manuel. Moi, c'est ma perception des choses. Est-ce que je me trompe? En tout cas, c'était le cas à l'époque, il me semble, mais c'est des métiers qui sont plus Tangible. tangibles, hein? Oui, absolument. C'est vraiment, tu sais, on pense à l'élève qui est pas capable de rester en classe longtemps, qui écoute, qui a besoin justement de bouger, de prendre ses mains pour travailler. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est plus des métiers où on va y aller plus manuellement. Je t'entendais dire, dans les 2 autres blocs, tu sais, on disait que la transition s'amorce l'année d'avant, le changement. Mais là, je t'entends dire secondaire 3. Fait que pour certains élèves, cette transition-là ou cette réflexion, du moins, va s'amorcer pas mal avant, finalement, l'année d'avant, là, Oui, ben l'année précédente. Bien, c'est sûr qu'on va commencer à penser, tu sais, secondaire 3, c'est jeune en plus pour faire un choix, mais tu sais, on va en parler un petit peu plus loin dans nos questions, là. Le choix commence déjà à ce moment-ci parce que là, c'est de savoir est-ce que le jeune veut aller plus vers un DEP ou plus le cégep qu'on va parler un petit peu plus tard, là, puis ou est-ce qu'il y a besoin des préalables ou pas. Donc oui, le choix commence très tôt pour un élève. La réflexion, du moins, là, apprendre à se connaître. Puis, Ça, c'est le volet DEP. Il y a d'autres options aussi. Oui, il y a aussi les options au niveau du cégep. Donc, il y a 2 grandes lignes là, au niveau du cégep. On connaît les prix universitaires, le prix universitaire, ça le dit un petit peu dans le nom, là, ça prépare à l'université. Donc, le choix après ce prix universitaire-là, c'est l'université. Sinon, il y a tout ce qui est volet technique. Donc, le volet technique, c'est comme vraiment un mix du prix universitaire et DEP, selon moi, parce que on va apprendre un métier, on va pouvoir vraiment directement aller sur le marché du travail après la technique, ou on a le choix de se diriger vers l'université pour se spécialiser encore davantage, là. Et pour les prix universitaires, il existe une trentaine de prix universitaires. On connaît entre autres les sciences nature, les sciences humaines, cinéma, communication, littérature, théâtre. Il y a même des profils danse. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ensuite, on fait un choix pour l'université. Il faut faire toujours attention aux préalables de mathématiques et de sciences, puisqu'il y a certains programmes de sciences nature qui peuvent demander des préalables spécifiques. Et pour les techniques, il existe 150 techniques. Pas bien, hein? Oui, il y en a pour tous les goûts dans plusieurs secteurs. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a des belles passerelles bac aussi. Oui. Comme par exemple, en génie mécanique, je fais mon 3 ans. Après ça, je peux aller faire ma passerelle pour devenir ingénieur, par exemple, à l'ETS. Fait qu'il faut vraiment regarder, il peut y avoir avec les prix universitaires et les techniques des mêmes métiers qui sont donnés à l'université. Fait que ça, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de recherche pour voir. Puis de se rappeler que c'est pas linéaire non plus. Tu sais, on peut faire un choix pour maintenant, puis après ça, il y a toujours une possibilité de réussir à se rendre où on veut, même si notre idée change en cours de route. On ne sera pas le premier étudiant qui ne respecte pas le plan initial. Hein? Et j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir en vous disant, ben moi, plus tard, je veux faire ça comme métier. C'est quoi le chemin pour me rendre, tu sais? Puis des chemins, j'imagine qu'il y en a plusieurs selon le profil de l'enfant. Mais ça enlève une pression. Mais je pense si, que là, au secondaire, de dire, oh mon Dieu, il faut que je fasse le bon choix pour ma carrière. Je pense que les jeunes pensent un peu moins comme ça aussi maintenant. Oui. Et on a effleuré un petit peu le sujet tantôt. À partir de quand, alors qu'on est au secondaire, est-ce qu'on se met en mode... est-ce qu'on avait fait le tour des options possibles? Je vous ai peut-être coupé l'herbe sur le pied. Non, on avait le tour. Pendant un instant, je me demandais si je n'avais pas été trop rapide. OK. C'est ça. Une fois qu'on est au secondaire, à partir de quand est-ce qu'il faut se mettre en action, du moins mentalement, en termes de réflexion, pour savoir comment on prépare la suite des choses, là? Bien, c'est sûr que, comme mentionné un peu tantôt, tu sais, la directive de soit aller vers le DEP ou soit aller vers le cégep, ça va engendrer des choix pour ces élèves-là. Donc, c'est sûr que la réflexion commence tôt. Tu sais, ça va commencer surtout en secondaire 3. Tu sais, nous, dans les écoles secondaires, on commence à faire les tournées de choix de cours. On explique la séquence maths, la séquence sciences, c'est quoi la différence, les préalables, justement, au cégep, qu'est-ce que... si on prend les maths fortes, si on prend les sciences fortes, ça l'ouvre les portes pourquoi. Donc, la réflexion se fait déjà dans les choix de cours là, au niveau de 3e secondaire. C'est sûr qu'ensuite, au niveau du secondaire 4, puis c'est ouvert à tous, là, mais secondaire 4, on va inviter les jeunes, secondaire 5 aussi, à aller aux soirées carrières. Donc, on a une soirée carrière CSSMI d'ailleurs, au mois de novembre. Il y a les portes ouvertes, il y a des soirées aussi au SP, donc la formation professionnelle. Il y a toutes les portes ouvertes des cégeps au mois de février. Donc, il y a tellement de
de choses à portée de main pour eux, pour justement aller faire découvrir un petit peu. Il faut se faire un calendrier là, pour toutes les visites à faire. Les plus importantes, il y en a 2 ici au CSSMI. C'est notre grosse soirée carrière. Le centre FP, les cégeps, les universités sont invités. C'est le 3e mercredi du mois de novembre à chaque année. Et on a aussi au mois de février notre centre FP CSSMI où il y a les 5 centres qui viennent présenter leur programme de formation. Ça permet de débroussailler là, parce que ça fait vraiment beaucoup d'options. Puis c'est quand même gros comme décision de dire « Hey, là, je suis en train de faire un choix pour ma carrière. » C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on n'est plus dans une ère où on va faire un métier pendant 30 ans, mais il reste que il faut toujours bien en choisir un qui nous plaît, qui nous rejoint pour entamer cette vie professionnelle. Il y a tellement de métiers qui sont méconnus. Tellement enseignant, mais il y en a plein. La logistique du transport, exemple, il y a plein de métiers comme ça que c'est le fun. Il faut être curieux, là. En tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est de dire avec nos enfants, viens, on va juste regarder des petites vidéos sur les métiers qui existent, puis aller dans les centres, par exemple, centres de formation professionnelle, mais aussi les sites Internet des cégeps où il y a des vidéos sur toutes les techniques qui existent. Inviter en tant que parent de regarder ces petites vidéos-là pour découvrir les nouveaux métiers. Puis, tu sais, j'amènerai, je vais le plugger en même temps, vu qu'on mais, tu sais, il y a un nouveau site Internet, justement, Perds pas ton temps, que, justement, qu'on peut explorer tout ce qui est DEP, qui donne beaucoup d'informations. Il y a aussi, tu sais, les sites Internet comme Ma formation en vidéo. Tu sais, il y a beaucoup de sites les liens dans les notes de l'épisode pour que, autant les parents que les jeunes aient les consulter, pardon. Mais là, pour faire du pouce sur ça, là, quand la mécanique, tu sais, de tout ça, là, de cette transition qui s'amorce en secondaire 3 aussi, là, on a l'impression que ça commence par les choix de cours. Et mettons, par la suite, le calendrier, justement, on parlait de calendrier tantôt, là, mais tu sais, la to-do list, là, de OK, ça, je coche ça, puis je me prépare justement à ma transition. Ça ressemble à quoi, la to-do list d'un élève secondaire qui se prépare à transitionner? C'est sûr que, tu sais, ça commence par les choix de cours parce que c'est là que notre visage est connu par les élèves. Donc là, OK, la conseillère en orientation, c'est elle. Donc là, après, c'est sûr qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec nous, aller, tu sais, s'informer, tu sais. Fait qu'il n'y a pas d'étape, mais je pense que ils apprennent à connaître notre rôle dans l'école. Puis on fait beaucoup de présentations en classe. Tu sais, déjà, en rentrant en 4e secondaire, première semaine d'école, on donne le calendrier des portes ouvertes des centres FP, des cégeps aussi. Puis on fait aussi une conférence en 5e secondaire sur le passage secondaire collégial ou secondaire FP, FGA aussi. Donc, vous allez beaucoup vers eux, les rassurer, vous les informer énormément. Puis par le fait même, ça informe et rassure les parents. Donc, c'est pas vraiment eux à courir après les informations. En même temps, ils savent que vous êtes là, puis s'ils ont des besoins. Parce que, tu sais, il y a le profil d'élève qui a toujours voulu faire tel métier, puis que c'est super clair pour lui. Puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup moins clair dans leur esprit, j'imagine, là. Fait que, tu sais, tout justement, l'échéancier, avant quelle date faut que tu t'inscrives là, avant quelle date, ben vous les accompagnez toutes là-dedans, puis ils manqueront pas un deadline. On leur montre comment faire les demandes de cégep, les demandes de formation professionnelle également en classe. Puis qu'est-ce que vous observez comme... est-ce que les jeunes secondaires qui réfléchissent, cogitent à leur futur professionnel, ont des besoins particuliers? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés, par exemple? Est-ce qu'ils ont besoin d'être... comment je pourrais dire? Je cherche mes mots, là. Mais est-ce que vous voyez des enjeux par rapport aux transitions qui sont secondaires? Même s'ils sont grands. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de besoins. Puis selon Nadia Rousseau aussi, qui est professeure en adaptation scolaire à l'UQTR, elle a établi qu'il y a 10 besoins importants à prendre en considération dans notre transition. Le premier besoin, c'est apprendre à se connaître pour faire un bon choix. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Tellement. Oui, j'ai l'impression que c'est majeur. Et toutes les petites choses qui sont à l'extérieur de la vie scolaire sont importantes. Par exemple, les loisirs, les sports, activités parascolaires aussi, les emplois étudiants, les emplois étudiants. Il y a beaucoup de gens qui développent des compétences. Qui apprennent à se connaître. C'est ça. Ah, ben ça, j'aime ça. Ah, ben la personne que je côtoie, mon boss direct, ah, j'aime ça, ça a l'air le fun, ce qu'il fait. Fait que ça, c'est toutes des façons d'apprendre à se connaître. Ouais. Effectivement, on disait avec Caroline dans le précédent bloc que toute l'aventure secondaire en soi, pas juste l'académique, mais tout ce qui vient, qui remplit notre quotidien au secondaire, nous permet d'apprendre à se connaître, de se développer, puis à pouvoir faire un meilleur choix par la suite qui va mieux nous représenter finalement.
Et l'autre besoin important aussi, c'est de démystifier le futur contexte d'études. Donc, c'est quoi l'AFP? C'est quoi la différence entre l'AFP et le collégial? L'AFP, je n'aurais pas de cours de base français, anglais, maths. Est-ce que je suis prêt à faire ça si je m'en vais au cégep? Donc, c'est d'apprendre à connaître c'est quoi la différence entre les deux secteurs. Et ça, c'est important aussi. L'autre besoin, être mieux informé sur les programmes d'études. Moi, je dis aux élèves, là, avant de savoir que tu veux t'en aller en éducation à l'enfance, là, va connaître c'est quoi la formation, le métier. Va à élève d'un jour, va visiter les gens, apprendre à connaître pour savoir que c'est le bon choix. Parce que des fois, on a une perception qui s'appuie sur notre expérience, notre vécu, mais dans les faits, ça peut être autre chose. Il y a des tâches qui sont faites peut-être en amont, que l'on ne prend pas nécessairement pour acquis, mais qui peuvent faire une incidence sur notre plaisir à effectuer cette profession-là. Je pense aussi que le fait que les séries, tu sais, les séries, je vais être policier parce que j'ai vu telle série, attends un petit peu, là, c'est pas ça, police, là, tu sais, il y a des... Fait que je pense que... Comme tout le monde sait comment être prof, parce qu'on a tous eu un prof devant nous. Exactement. Voilà, c'est réglé. Oui, l'autre besoin, apprendre à gérer l'incertitude, l'anxiété aussi. C'est un gros changement. Si on devient comme un adulte, fait qu'il y a des gens qui sont là pour accompagner ces jeunes-là qui sont un petit peu plus anxieux. Il y a des services dans les écoles secondaires, mais aussi dans les cégeps et les centres de formation professionnelle. Puis ça, on le nomme dans chaque bloc, là, mais pour nous, c'est notre premier changement de secondaire, du secondaire vers un établissement qui nous mène vers une vie professionnelle. Mais eux en ont vu plein d'autres. Les jeunes passés avant nous, eux savent comment nous accueillir, quelles ressources nous offrir. Donc, on n'est pas les premiers qui arrivent un peu dans le doute, incertain, c'est ça. Donc, faire confiance, j'imagine, à l'établissement ainsi qu'à l'enfant lui-même, ça peut être une bonne piste. En tant que parents, on peut accompagner nos jeunes aussi au niveau du transport. Il y en a qui vont dans d'autres régions. Il y en a qui vont aller étudier à Montréal. De faire le transport avec eux avant, pendant l'été, avant de faire un choix. Par exemple, ça peut être rassurant pour les élèves. Quel autobus je vais prendre, le métro? Je vais avoir un stationnement. Donc, c'est vraiment d'établir ça, c'est important. Puis, étudiant d'un jour dont tu parlais, précédemment, moi, je pense que ça doit tellement en donner de l'information en termes d'environnement physique, en termes de relations avec les autres, avec les profs, l'horaire, ça doit être tellement riche comme expérience. Nécessité à des cours. Donc, après cette journée-là, les élèves ont une bonne idée si oui ou non, ils ont toujours des intérêts pour la formation. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un must. Puis ils peuvent faire ça avec un ou une amie, tu sais. Oui, à la station moins intimidante. Ouais. Ça dédouble le plaisir. Oui. Exactement. Un autre des besoins qui est important aussi, c'est avoir les ressources financières. Donc, combien ça coûte le cégep? Est-ce que je peux avoir à devoir payer un stationnement? Ma passe d'autobus, c'est combien que les parents soient avec les élèves pour... une session au cégep, c'est combien? C'est environ 250 par session. Donc, on s'assoit ensemble puis on établit les priorités. Ça nous responsabilise en même temps. Exactement. Fait que ça, c'est un besoin important. Ensuite, établir des liens significatifs avec une communauté. Nous, on essaie de parler aux jeunes, de s'impliquer dans des comités étudiants, d'aller voir, par exemple, des locaux sur le midi. Élèves d'un jour, c'est une façon de rencontrer les enseignants, puis de rencontrer d'autres élèves, mais aussi aller, par exemple, aux initiations. Créer les fameuses initiations. Exactement. Mais on appelle ça des initiations. Non, c'est des journées d'accueil. Je crois que ça, moi, c'est Ça, c'est toutes des petites activités importantes là, pour créer des liens avec la communauté d'autres élèves aussi. Ouais. Un autre besoin, c'est s'approprier le métier d'étudiant, utiliser son agenda, parce qu'on sait que le cégep, c'est une grande étape aussi. Il y a des échéanciers, il y a des plans de cours à respecter. On lit les plans de cours, on pose des questions, on va voir les enseignants s'il y a lieu. Fait que c'est aussi... c'est plus à l'étudiant d'aller vers l'enseignant que l'inverse. Il y a des gens, pas dans ce sens qu'il faut au secondaire, mais de par notre souvenir, là, c'est vraiment à nous d'aller cogner à la porte de l'enseignant si on a des besoins. Un autre besoin aussi, c'est la conciliation, travail, famille, école. Surtout nos étudiants ont tendance à travailler beaucoup. Donc, les études disent qu'on ne doit pas travailler plus que 15 à 18 heures par semaine, sinon ça va nuire aux études, à notre performance académique. Puis en début de session, souvent, on trouve que tout va bien, qu'on est facilement capable d'entrer 20-25 heures. Puis là, les fins de session arrivent, puis là, on se rend compte que c'est trop. Mais il est comme trop tard pour se désengager sur le plan de notre emploi, là. Exactement. Et l'autre, bénéficier d'un soutien scolaire, une mesure d'adaptation. Les jeunes au secondaire qui ont des plans d'intervention, il faut toujours, avant d'entrer au cégep, au printemps, aller au service d'aide, prendre un rendez-vous pour avoir un nouveau plan d'intervention. Là. Même chose en formation professionnelle pour bénéficier du soutien que... C'est rassurant de savoir qu'il y a une forme de continuité de plan d'intervention qui se fait du secondaire à
soit collégiale ou formation professionnelle, savoir que les besoins vont être pris en compte et qu'il y a des mesures qui vont être mises en place. De ce que j'en comprends, la différence, c'est que du primaire au secondaire, c'est l'école qui va s'en occuper, tandis que là, c'est la responsabilité de l'élève d'aller... Parce que le cégep ou la formation professionnelle ne savent pas que les jeunes ont des plans d'intervention. Fait que c'est leur responsabilité de prendre un rendez-vous au service d'aide à ce moment-là et au printemps pour qu'ils puissent être déjà mis en place avant le début de la session. Ça va être très, très important. Mais encore là, j'imagine que vous accompagnez les jeunes qui ont besoin de ça là-dedans. Une chance que vous êtes là! Finalement, et là, je m'excuse, je perds mes mots. On termine le secondaire, on s'en va dans un grand environnement qui nous mène vers la vie professionnelle. On est presque un adulte, mais on a encore, comme parents, ce sentiment que c'est notre enfant et qu'on veut l'accompagner, hein, malgré tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner, mais sans non plus s'imposer dans le sens où on veut quand même qu'il gagne en autonomie, hein, cet enfant maintenant rendu jeune adulte. Alors, comment on fait pour se positionner comme parent dans tout ça? On se montre disponible, on écoute, on pose des questions sur qu'est-ce qu'ils aiment, leurs intérêts pour essayer de guider leur choix, mais on essaie de leur faire confiance. Parce que vraiment, ça, c'est la clé, leur permettre de se tromper. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'ils vont développer des compétences aussi. Garder en tête qu'un parcours scolaire, là, comme tu en as parlé tantôt, c'est pas une ligne droite. Non, c'en est plus une. Donc, même si on se trompe, on va développer des compétences, on va apprendre à se connaître. Je trouve ça tellement rassurant, moi, qu'on le nomme, là, que c'est pas A, B, C, D, là, ça se peut qu'on fasse... qu'on prenne des détours, puis ça veut pas dire que notre parcours, il est moins bon, moins pertinent, moins valable, il est juste différent, puis il est juste à notre image, puis ça peut juste nous amener un lot d'expériences puis qui nous permettent de développer tellement de compétences. Il y a toujours une solution, tu sais, une équivalence, un petit cours que tu vas chercher, puis... Absolument. On se redirige. Puis... Exactement. Et il faut garder en tête, moi, la première chose que je dis à mes élèves, probablement que Kéliane aussi, c'est quand tu choisis un programme, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Tu vas venir après ça va te mener sur quoi? On ne sait pas. Tu vas-tu avoir du fun? C'est-tu le bon choix pour toi? Si oui, c'est parfait. C'est là que la voix du parent peut être un allié, mais peut être aussi une forme de je cherche le bon mot, là, mais ça peut nous titiller les conseils de nos parents parce qu'ils veulent bien faire, évidemment, ils veulent le meilleur pour nous, mais ils ont un filtre dans leur esprit de par leurs propres expériences. Et des fois, ils peuvent nous encourager à faire des choix plus sûrs, alors que c'est pas nécessairement aligné vers nos compétences ou nos intérêts. Bien, tantôt, tu parlais de porte ouverte. Tu sais, on l'a donc entendu, cette phrase-là. Prends les maths fortes, ça va t'ouvrir la porte. Dieu! Mais tu sais, moi, les maths fortes, ça peut enfermer. C'est ça, exact. Ça peut enfermer parce qu'un élève qui va... les reprendre en cours d'été pendant 3 ans au secondaire, bien, pas sûr qu'il va choisir un métier où il va devoir utiliser des maths. C'est pas quoi faire. Maintenant, au cégep en sciences. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant, mais sciences pures. Sciences humaines. Exactement. Ouais, mais là, c'était comme, tu sais pas quoi faire, ben prends pas de chance. Prends tout ce qui est physique, chimie, maths. Mais ça me donne des nausées tous les jours, c'est pas mieux, là. Puis, des fois, ils vont faire des choix en fonction, justement, des parents. Ils vont vouloir leur plaire, fait qu'ils font des choix comme ça. Puis là, ça ferme les portes au cégep automatiquement. Ça fait baisser leur moyenne générale. Ça fait en sorte qu'ils peuvent plus rentrer dans les programmes qu'ils veulent vraiment faire. Exact. Donc, la fameuse phrase... Ça doit les démotiver puis faire en sorte qu'ils n'ont plus continuer dans cette voie-là. En plus, En conclusion, là, si vous aviez un seul conseil à donner à des parents qui s'apprêtent à vivre une transition secondaire, post-secondaire avec leurs jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais accompagner leur enfant selon les intérêts de l'enfant. Aussi. Ça, c'est mon premier conseil. Puis, être outillé en tant que parent, il y a plein de ressources qui existent. Il y a 2 sites Internet. Le premier, c'est espaceparent.org, qui est fait par les conseillers d'orientation, le site Internet, super belle ressource pour les parents. Et le deuxième, c'est Alloprof, section parents. Jamais vous avez besoin d'informations pour accompagner vos enfants. Je ne savais pas qu'il y avait ce patient pour les plus grands, mettons. Je connaissais bien pour le primaire, mais c'est intéressant. On va mettre d'ailleurs ces ressources-là dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Fanny?
Ben non, moi j'ai aimé quand même la formule de cet épisode avec... écoute, on était bien entourés aujourd'hui. Il y avait de l'expertise alentour de cette table, pas rien qu'un peu. J'espère que les parents, ça vous a éclairé, outillé, rassuré, puis que maintenant les transitions sont peut-être moins une source d'anxiété et d'inquiétude. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez d'autres questionnements à propos de n'importe quel sujet qui entoure la vie scolaire de vos enfants, n'hésitez pas à interagir avec nous. Puis, on se prépare un dernier épisode pour conclure cette belle année scolaire. Oui, à bientôt! À bientôt! Bye bye!